Bienvenue à tous les passionnés de Britannia. Cette vidéo constitue la 4e section du volet 2 de la saga. Le volet 1 a traité de la saga dans son ensemble sur le plan des généralités. Il correspond à la première vidéo de la playlist. Le volet 2 reprend tous les thèmes du premier volet en entrant le plus possible dans les détails. Ce deuxième volet est conséquent et nécessite plusieurs vidéos qualifiées de sections. La première section a traité de Albion avant César. La deuxième section a traité des 2 raids de César en Bretagne. La troisième section a traité de Britannia de plus 43 à plus 410. Elle a été divisée en 4 chapitres. Cette 4e section traite des âges sombres entre plus 410 et plus 590. C'est pendant ces âges sombres que se situe la réalité arthurienne, mais pour l'instant nous n'en parlerons pas dans les détails. La réalité arthurienne fait l'objet d'un volet entier de la saga. Les vidéos qui suivront constitueront la 5e et dernière section de ce volet 2. C'est le volet 3 qui traitera spécifiquement de la réalité arthurienne, sans parler de la table ronde ni de la quête du Saint Graal qui ne sont pas le sujet. En ce qui concerne les volets 4, 5 et 6 qui servent d'appendice à la saga, ils traiteront successivement des légions qui ont participé à la conquête, de l'Empire des Gaules de Posthume, et de la chronologie des rois britons. Les âges sombres, introduction. Pendant quelques décennies après le départ des légions romaines de Grande-Bretagne en 410, les Brito-Romains avaient espéré maintenir leur autorité sur l'île. Ambrosius Aurelianus, le dernier Dux Britanniae, affecté à la défense du mur d'Adrien, est incapable de le défendre. Il finira par emmener ses troupes et une partie du peuple brito-romain en Gaule pour fonder le territoire de la Petite-Bretagne. Des royaumes sont déclarés avec différents rois plus ou moins célèbres comme Vortigern, Uther Pendragon. Ces nouveaux rois britons seront incapables de s'entendre pour former une coalition. Et certains particulièrement perfides feront des pactes avec les ennemis. Au fil des siècles, une figure énigmatique sera distinguée par les chants des troubadours dans le but au final de maintenir la mémoire d'un peuple briton toujours existant et résistant à l'invasion germaine. Il s'agit de la figure du roi Arthur. Mais cette vidéo fait partie du volet 2 de la saga brito-romaine et donc elle n'évoquera que les aspects strictement historiques de cette période des âges sombres. La réalité arthurienne sera traitée dans le volet 3. Les âges sombres apparaissent comme une période intermédiaire qui voit un effondrement de la romanisation et une transition de la civilisation brito-romaine vers celle anglo-saxonne. Comme son nom l'indique, c'est une période très mal voire pas du tout documentée sinon a posteriori par les chansons et les légendes. Celles-ci ont tendance à glorifier le côté britannique aux dépens de l'anglo-saxon, considéré comme l'envahisseur. Les migrations germaines sur l'île de Bretagne ont été effectives bien avant que César ne foule le sol briton. Les Belges étaient venus et s'étaient durablement installés dans la partie méridionale de l'île de Bretagne dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. Avec leur roi et druide Diviciacos contemporain de César, qui en fait un éloge en disant de lui qu'il a constitué un empire des 2 côtés de la Manche. Les Belges de Bretagne accueilleront les Romains avec amitié. Les Frisons ont eux aussi fait plusieurs installations plus ou moins contemporaines de celles des Belges. Ils se sédentarisent dans le Kent et formeront ce que les Romains appelleront le peuple cantiaci. Contrairement aux Belges, leur relation avec les Romains n'était pas aussi amicale. Plus tard, au milieu du IIIe siècle, dans une Britannia romanisée depuis 200 ans, une nouvelle migration de Frisons a eu lieu. D'une part et surtout, à cause de la transgression marine en mer du Nord.
d'autre part par un appel propre des Britto-Romains aux fins de les utiliser comme fédérés dans leur lutte contre les Pictes et les Scots. Cette proposition de fédération sera aussi utilisée par Vortigern, le premier roi briton post-romain, et s'adressera spécifiquement aux Jutes d'Hengist. Ces migrations belges et frisonnes ne modifièrent ni la teneur ni la culture celtique des peuples indigènes de l'île pour la première migration, ni celle du peuple britto-romain pour la deuxième migration effectuée au IIIe siècle. A contrario, les migrations germaines suivantes, qui eurent lieu dès le début du Ve siècle, transformèrent radicalement la culture britto-romaine à tel point qu'on ne parlera plus de Bretagne mais d'Angleterre. Ces migrations germaines sont le fait de 3 peuples continentaux, tous germains: les Jutes, les Angles, et les Saxons, regroupés sous le terme anglo-saxon. Structuration et christianisation du territoire conquis. La période anglo-saxonne de l'histoire de l'Angleterre s'étend traditionnellement jusqu'à la conquête normande en 1066. Païens d'origine, les envahisseurs se christianisent au cours du 7e siècle. À partir de 602 exactement, la christianisation sera un appui positif vers l'unification en un royaume d'Angleterre au IXe siècle. C'est la fraction angle des anglo-saxons qui aura l'honneur de voir son nom donné à l'Angleterre. En quelques décennies au cours du Ve siècle, les anglo-saxons se mêlèrent aux indigènes brittoniques ou les repoussèrent vers l'ouest, amorçant un déplacement sur plusieurs siècles des Britto-Romains et de leurs descendants vers la péninsule armoricaine. D'où le nom de Breton donné par la suite aux habitants de l'Armorique. La Bretagne continentale naît donc à la fin de ce Ve siècle et restera jusqu'à nos jours un territoire relativement indépendant de la Gaule puis de la France. L'origine géographique exacte des Angles et des Saxons est difficile à connaître en raison des mouvements qui agitèrent les peuples germaniques dès le commencement de l'ère chrétienne. Il est plus que probable que les Angles venaient des régions comprises entre la Hollande actuelle et le sud du Danemark, c'est-à-dire de la Frise médiévale et du nord de l'Allemagne. On en veut pour preuve que selon Bede, ce sont bien des missionnaires de l'église northumbrienne anglo-saxonne dont le pôle était Lindisfarne, qui feront le voyage retour pour évangéliser leurs cousins sur le continent. Quant aux Saxons, ils étaient probablement établis au sud du territoire continental des Angles. L'origine des Jutes est plus facile à déterminer, dans la mesure où une péninsule a pris leur nom. Le Jutland qui deviendra le Danemark avec Harald à la dent bleue, vers 965. Si les temps sombres de la conquête anglo-saxonne sont très mal connus, il en va tout autrement à partir du 7e siècle. Le retour de la christianisation avec ses copistes reprend l'histoire de la Grande-Bretagne. Vers 600, plus d'une douzaine de royaumes existaient et leur nombre ne cessa de fluctuer jusqu'à l'unification de l'Angleterre au IXe siècle. Cependant, les principaux subsistèrent sous une forme ou sous une autre durant toute la période anglo-saxonne, à tel point que 7 royaumes furent retenus par l'historiographie du XVIe siècle et regroupés par le terme de « heptarchie ». En voici la liste, ainsi que l'origine ethnique, sinon de leurs habitants, du moins de leur aristocratie selon Bede le Vénérable. Le royaume de Kent et l'île de Wight. Ancien territoire des Cantiaci, occupé par les Jutes, avec comme capitale Canterbury. Le royaume du Wessex, en regard de l'île de Wight. C'est l'ancien territoire des Atrébates et des Belges, occupé par les Saxons de l'Ouest et certains Jutes, avec ses 2 capitales, respectivement Silchester et Winchester. Le royaume de Sussex, ancien territoire des Reneses, méridional, en regard de la Normandie, occupé par les Saxons du Sud,
avec comme capitale Chichester. Le royaume d'Essex, ancien territoire des Trinovantes, occupé par les Saxons de l'Est, avec comme capitale Chelmsford. Le territoire abrite la ville de Colchester, dans le nord-est du comté et considérée comme la plus vieille ville de Grande-Bretagne. Colchester préexiste en tant que ville à la conquête romaine. Les Romains la nomment Camuloduneum. Le cinquième royaume est celui de la Mercie. Ce territoire correspond aux Midlands et regroupe les anciens territoires des Brigantes et des Corytanie. Il est occupé par les Angles du Milieu. Sa capitale aurait pu être Leicester. En vieil anglais, Niers dénomme les « gens de la marge », c'est-à-dire les guerriers habitants des marches militaires. Mercia est la forme latinisée de ce nom. Ce nom fait référence à la situation de la Mercie à la frontière du pays de Galles. La Northumbrie, c'est-à-dire littéralement le pays au nord de l'Humber, est composée du Dera et de la Bernicie. Ancien territoire des Parisis, occupé par les Angles du nord de l'Humber, avec pour capitale York. L'Est Anglie est l'ancien territoire des Icénies, occupé par les Angles de l'Est. Sa capitale aurait pu être Cambridge. La conversion au christianisme des Germains de Bretagne se produit à partir de la fin du VIe siècle, lorsqu'en 596, la mission grégorienne arrive dans le Kent. Le roi du Kent Aethelberht, roi de 585 à 616, descendant du Jute Hengist selon Bède, épouse en 612 la mérovingienne et chrétienne Berthe, la fille de Caribert. Ce dernier est le fils aîné de Clotaire. Il est donc le petit-fils de Clovis. Aethelberht est le premier souverain anglo-saxon à se convertir au christianisme. Il n'est pas sûr que Berthe l'ait influencé pour sa christianisation car la mission grégorienne est déjà présente au Kent depuis 15 ans avant son mariage. On estime la conversion du roi en 602. Les peuples celtiques ne semblent pas avoir cherché à être christianisés avant l'arrivée de la mission. Leur religion antérieure, similaire à celle des autres peuples germaniques, n'est connue que par des allusions dans les textes d'auteurs chrétiens ultérieurs et par des témoignages indirects d'ordre archéologique ou toponymique. À ses débuts, le christianisme anglo-saxon est tiraillé entre deux influences. Celle de Rome, issue des efforts de la mission grégorienne, et celle du christianisme celtique, issue des missionnaires irlandais qui évangélisent la Northumbrie dans la première moitié du 7e siècle. Les deux traditions diffèrent en plusieurs points, notamment sur le calcul de la date de Pâques. Au synode de Whitby, en 664, les partisans de la tradition romaine l'emporteront. Les âges sombres, conséquences de guerres fratricides dans l'Empire. Les âges sombres, c'est-à-dire la Grande-Bretagne post-romaine, sont une période de transition dans l'histoire de l'Angleterre et du pays de Galles, qui s'étend à cheval sur la fin de l'Antiquité en 410 et le début du Moyen Âge en 590. L'expression anglaise « Sub-Roman Britain » est employée au premier chef dans un contexte archéologique pour désigner la culture artée et factice des habitants de la Grande-Bretagne dans cette antiquité tardive. L'histoire de la période des âges sombres est mal connue faute de sources écrites. Elle est bornée par le départ de Bretagne de Constantin III en 410 et l'arrivée de peuples germaniques. Nous l'avons traité dans la vidéo précédente. Les anglo-saxons prennent progressivement le contrôle de la majeure partie de l'ancienne Britannia. Du fait de cette migration apparemment invasive, les Britons insulaires sont lentement repoussés vers le nord et vers l'ouest, et beaucoup émigrent en Armorique. La romanisation de l'île s'effondre entre 383 et 410, preuve qu'elle ne s'était jamais vraiment ancrée dans le cœur des Britons.
Les Britons ont toujours conservé leur langue celtique et seuls les aristocrates britons qui géraient les civitas étaient bilingues. Au tout début du Ve siècle, la Grande-Bretagne fait encore partie de l'Empire romain d'Occident et mérite encore son nom de Britannia. L'Empire romain d'Occident est alors gouverné depuis Rome par l'empereur Honorius, le fils cadet de Théodose Ier. Ce dernier a séparé l'Empire à sa mort en 395. Honorius reçoit l'Occident et siège à Rome. Il décédera en 423 et sera remplacé par Valentinien III, jusqu'en 455, après l'intermède de l'usurpateur Jean. Arcadius, l'aîné, reçoit l'Orient et siège à Constantinople. Il décédera en 408 remplacé par Théodose II qui gouvernera l'Orient jusqu'à sa mort en 450. Théodose Ier est le fils de Théodose l'Ancien, le général qui a officié en Britannia et qui avait repoussé les incursions des Pictes, des Scots, et des pirates saxons entre 368 et 370. Nous en avons parlé dans la vidéo précédente. Théodose II est donc son petit-fils. Dans l'île, des signes importants d'émancipation sont déjà présents depuis plus d'un siècle. Au moins depuis la rébellion de Posthume en Gaule en 260 puis celle de Carausius sur l'île. On sait que de plus la province est très régulièrement secouée par les raids des Irlandais, des Pictes et des Saxons. Avec l'affaiblissement de l'Empire continental à partir du coup de tonnerre de 378 à Andrinople qui voit de manière spectaculaire la victoire des Goths et qui fait définitivement perdre toute crédibilité envers l'invincibilité de l'armée de Rome. Les légions bretonnes remirent en question leur fidélité au pouvoir de Rome en fournissant de nouveaux usurpateurs au destin divers. Le délitement de l'Empire s'annonce comme définitif en 395, avec la partition impériale testamentaire de Théodose Ier. Parmi les nouveaux usurpateurs on trouve Magnus Maximus et son fils Flavius Victor en Grande-Bretagne. Maxime se fait proclamer empereur par ses légions en 383. Nous en avons parlé dans la vidéo précédente. Nous y reviendrons en détail dans le volet 3 de la saga. Sur le continent Eugène usurpe l'impérium entre 392 et 394. Rhéteur, grammairien érudit. Excellent dans l'art de la rhétorique, Eugène est mis en place par le Sénat romain encore à majorité païenne à la mort par pendaison du jeune Valentinien II. Eugène s'appuiera sur le général Arbogast, d'origine franque, lequel officiait déjà sous Valentinien II, et qui vient de défaire Magnus Maximus en Gaule. Arbogast ne peut prétendre au titre suprême à Rome, car il est d'origine barbare et le Sénat romain est majoritairement composé du parti anti-barbare. Arbogast se contente de la nomination de Eugène. Il entend garder l'autorité qu'il avait acquise sur le siège impérial pendant le règne du jeune Valentinien II. Quand Théodose Ier en Orient apprend la mort de son beau-frère, Arbogast soutiendra sans succès la cause du suicide. De surcroît, chrétien convaincu, Théodose n'apprécie pas le retour du culte des dieux païens à Rome. En janvier 393, il prend préalablement soin de déclarer son fils Honorius, âgé de 9 ans seulement, empereur romain d'Occident et part en campagne contre Eugène. Pour cela il doit d'abord reconstituer l'armée romaine qui a été décimée en 378 lors de la fameuse bataille d'Andrinople. Nous avons évoqué cette bataille dans la vidéo précédente et expliqué plus en détail dans la vidéo sur les Francs Saliens partie 2. Il charge son général Stylicone le Vandale d'effectuer la création de cette nouvelle armée. Stylicone fera une politique soutenue de recrutement et de conscription. Théodose sait de plus compter sur les Wisigoths d'Alaric Ier fraîchement installés et fédérés en Mésie depuis 382.
Eugène et Arbogast seront défaits et trouveront la mort à la bataille de Frigidus contre Théodose le 6 septembre 394. Théodose installe alors son fils Honorius comme empereur légitime d'Occident. À sa mort l'année suivante, il confiera par testament la régence de l'Occident à Stylicone. La bataille de Frigidus a eu lieu près de Trieste et voit se confronter les troupes romaines chrétiennes de Théodose Ier dirigées par Stylicone le Vandale et allié aux Wisigoths d'Alaric, contre les troupes romaines païennes de Eugène et de son général franc Arbogast. Les troupes de Théodose sont galvanisées par l'action divine du fait qu'un vent fort aussi puissant que le Mistral les soutient de l'arrière et neutralise la précision des archers d'Arbogast. En plus, ce vent leur donne des ailes et les troupes enfoncent facilement les lignes adverses. Eugène est capturé tandis que Arbogast se suicide après une courte cavale. Cette bataille a des conséquences catastrophiques en Occident car elle provoque l'effondrement de son effectif militaire. C'est donc cette bataille qui entraîne la dégarnison des différents limes et permettra l'incursion des barbares dans l'Empire continental d'Occident. Les légions romaines de Grande-Bretagne, déjà en rébellion depuis une dizaine d'années avec la tentative d'usurpation de Magnus Maximus, ne participent pas à cette bataille. Magnus Maximus, prétendant à la pourpre, restera dans les mémoires en Bretagne sous l'aspect d'un roi héroïsé. Personnage du folklore dont Geoffrey de Monmouth, 1095 à 1155, se fait l'écho plus de 5 siècles après dans son Historia Regum Britanniae. Il est l'objet de légendes et d'écrits, en particulier dans le chapitre du Mabinogion consacré au « Rêve de Maxène ». En 402, le généralissime d'origine vandale Stylicone, qui est le régent d'Honorius à Rome, est à court d'argent. Il licencie une partie des effectifs des légions romaines bretonnes. Et les soldats cessent dès lors de recevoir leur solde en numéraire. Cette fâcheuse décision initialisera la rébellion des légions bretonnes en 407. Durant la même période, l'Europe entière voit un tarissement de sa monnaie qui va durer jusqu'au Moyen Âge central, au juste titre du non-versement de la solde. Les légions de Bretagne se révoltent à partir de 407. Ils élisent parmi leurs généraux une série d'empereurs, Marcus puis Gratien, dont le dernier, Constantin III, passera en Gaule en 410 avec les troupes pour tenter d'éliminer Honorius, alors même que la Grande-Bretagne endure une série de raids barbares depuis 408. On peut croire que Constantin III a abandonné les Brito-Romains à leur sort. Mais il est poussé et peut-être même menacé par ces légions qui désirent retourner à Rome pour réclamer armes à la main leur solde. Constantin III ne reviendra jamais en Bretagne car il est vaincu pendant son périple en Europe. Avec son fils Constant qui l'accompagnait en tant que co-empereur, ils trouvent tous les deux la mort en 411, respectivement à Arles et à Vienne. Honorius semble alors avoir écrit aux villes de Grande-Bretagne pour leur dire qu'à présent elles devaient prendre seules en charge leur propre défense. Le retrait de la majeure partie des troupes romaines n'implique pas pour autant que la Grande-Bretagne est une province perdue. Elle reste partie intégrante du monde culturel romain et ses habitants continuent à s'identifier comme tels. Les causes de la fin de la domination romaine en Grande-Bretagne restent débattues par les historiens. Pour Wolfgang J. Mommsen, suivi par Simon Esmond Cleary, c'est Rome qui a quitté la Grande-Bretagne. Les troubles intérieurs et les menaces extérieures germaniques entraînent le retrait des troupes romaines. Pour ces érudits, c'est donc l'effondrement du système impérial qui met fin à la présence romaine en Grande-Bretagne. Michael Jones propose une explication diamétralement opposée. Selon lui,
C'est la Grande-Bretagne qui a quitté Rome. Il en veut pour preuve l'émergence de plusieurs usurpateurs qui, du fait de l'interruption du flot d'argent liquide de Rome vers la province, en arrivent à se révolter contre l'autorité impériale. Conséquemment au retrait romain, les Germaniques, initialement pillards, commencent à s'établir durablement dans les vallées des fleuves de l'Est de la Grande-Bretagne dès le milieu du Ve siècle. Même s'il n'est pas à écarter qu'ils eussent été convertis en mercenaires par les Britons selon le principe romain du foedus. Cette conversion est attestée dès la moitié du IIIe siècle, notamment pour faire barrière contre les Pictes et les Scots que les Romains ne sont jamais arrivés à soumettre. Du côté breton, des guerres intestines ont empêché le peuple briton post-romain de constituer une entité assez forte pour lutter contre les envahisseurs anglo-saxons. Ces rivalités semblent avoir pour origine des lignes de fracture diverses. Elles opposaient peut-être indépendantistes et partisans de Rome, ou bien fidèles de l'Église et hérésiarques pélagiens, ou encore paysans et propriétaires terriens. À moins qu'il ne faille imaginer que de véritables coups d'État aient été menés par des élites urbaines. Stuart Laycock propose qu'il s'agit de la résurgence des identités ethniques bretonnes pré-romaines. Quoi qu'il en soit, le gouvernement centralisé des provinces romaines laisse place à une série de royaumes querelleurs, centrés autour de potentats divers personnifiés par de grandes familles foncières, des décurions, des miliciens locaux, ou de hauts fonctionnaires, chacun plus attaché à leur zone d'influence bretonne qu'à l'Empire. Malgré tous ces troubles, les descriptions de Germain d'Auxerre suggèrent que la vie semble avoir continué de manière relativement inchangée dans les campagnes. De même que dans les villes, sous une forme beaucoup plus réduite qu'auparavant au vu de l'affaiblissement voire l'extinction de l'évergétisme et du grand commerce. Certaines réparations sont même effectuées, le long du mur d'Adrien au 5e et 6e siècle, ainsi qu'à Whithorn dans le sud-ouest de l'Écosse. Le fort de Burdoswald est même occupé jusqu'à la fin du 6e siècle. Il semblerait donc qu'une réelle résistance ait pu se maintenir tout au long de ces âges sombres. Néanmoins, la production agricole semble avoir sensiblement diminué, ce qui suggère une baisse de la population. Effectivement, une partie des Britons migre vers l'Europe continentale. En Armorique, Bretagne, et en Galaésia, péninsule ibérique. Les dates de ces migrations sont incertaines et s'étalent largement dans le temps. Mais des études récentes suggèrent que l'émigration vers l'Armorique pourrait avoir débuté dès 300, sous l'impulsion de Rome, et s'être achevée vers 500. Ce qui impliquerait qu'il ne s'agirait pas simplement d'une réaction à la poussée anglo-saxonne. Des liens perdurent d'ailleurs entre le sud-ouest de la Grande-Bretagne et l'Armorique tout au long de la période post-romaine. Le point de vue de Gildas. D'après Gildas, les Anglo-Saxons sont initialement invités en Grande-Bretagne par les rois britons locaux afin de lutter contre les raids des Pictes et des Scots. Ces derniers voient comme une aubaine le départ des troupes romaines et ils multiplient les incursions et les raids. D'abord à la solde des Britons, les mercenaires saxons finissent par se retourner contre leurs quémandeurs et se mettent à leur tour à piller leurs villes. Le chef breton Ambrosius Aurelianus les affronte dans une succession de batailles. Vers la fin du 5e siècle, les Britons remportent la bataille du Mont Badon. Une victoire attribuée au légendaire roi Arthur dans les sources ultérieures, mais Gildas ne mentionne jamais ce nom, ce qui est remarquable pour un quasi-contemporain. La victoire du Mont Badon marque le début d'une relativement longue période de paix entre Britons et Anglo-Saxons qui dure 20 ans, et sur lesquels nous n'avons aucune source. C'est cette période de paix qui est attribuée au roi Arthur et qui fait toute sa gloire.
La frontière entre Britons et Anglo-Saxons semble s'établir approximativement le long d'une ligne reliant York, et Buracombe, à Bournemouth. Bournemouth se situe sur la côte du Channel à l'est de l'île de Wight et au sud-est de Southampton. En ce qui concerne les mouvements de population britonne pendant la période post-romaine, ils peuvent être expliqués par deux modèles différents. Le modèle du déclin et immigration, ou bien le modèle des invasions et déplacements. Les historiens ont longtemps considéré le deuxième modèle. Les anglo-saxons seraient arrivés en masse refoulant vers l'ouest les populations bretonnes. Cette théorie s'appuie sur les sources écrites, qui présentent l'arrivée des anglo-saxons comme un événement violent, ainsi que sur la toponymie. Elle est particulièrement séduisante pour les historiens anglais qui considèrent que l'Angleterre se distingue du reste de l'Europe par sa monarchie au pouvoir limité et son amour de la liberté. Deux particularités qu'elle aurait héritées des anglo-saxons. Cette vision traditionnelle est battue en brèche depuis les années 1990. Les historiens considèrent désormais que les anglo-saxons sont arrivés en nombre plus réduit et qu'ils n'ont pas refoulé les Britons vers l'ouest. Ce petit nombre d'immigrants aurait constitué une nouvelle élite qui aurait remplacé les élites brito-romaines en place, et à laquelle la population locale se serait progressivement acculturée. Certaines tombes, saxonnes, pourraient donc être en réalité celles de Britons acculturés. La question de la cause des mouvements de population reste toujours en débat. La situation religieuse au cours des âges sombres. Bien que l'Empire romain soit officiellement chrétien au début du 5e siècle, des traces de temples païens ruraux sont rénovées dans l'ouest de l'Angleterre après le départ des légions. C'est plus pour cette raison que pour la lutte contre les envahisseurs germains que saint Germain d'Auxerre est envoyé dans l'île. Sa mission est de lutter contre le pélagianisme. L'affrontement entre christianisme et paganisme est un thème récurrent de la période des âges sombres. La mythologie tire de cette situation la fameuse recherche du Saint Graal. Malgré la présence du pélagianisme, la plupart des temples païens d'Angleterre sont remplacés par des églises. Dans les Lowlands, l'église de Whithorn, à l'entrée nord-ouest de l'estuaire de la Solway, en regard de l'île de Man, aurait été fondée en 397 par saint Ninian, ce qui en ferait la plus ancienne d'Écosse. Les églises et monastères prospèrent durant la période post-romaine dans les régions contrôlées par les Britons, et de nombreux cimetières romains restent en usage. Comme celui de Cannington dans le Somerset, l'ancien Devon. La hiérarchie chrétienne bretonne reste en contact avec la papauté durant la première moitié du 5e siècle. En 429, le diacre breton Palladius sollicite son aide pour lutter contre l'hérésie pélagienne. Le pape lui envoie deux évêques, Germain d'Auxerre et Loup de Troyes. Le premier aurait visité la Grande-Bretagne une deuxième fois quelque temps après. En 455, un évêque breton participe à un synode en Gaule. En revanche, les anglo-saxons sont païens, ce qui est une source de tension supplémentaire entre les deux cultures. Leur christianisation ne débute qu'à la toute fin du VIe siècle avec l'arrivée de la mission grégorienne dans le Kent. La mission grégorienne agira plutôt sur les anglo-saxons du Sud. La christianisation des anglo-saxons de l'Ouest est par contre due à l'influence des moines irlandais. Elle commence à la même époque. L'archevêché de Cantorbéry est fondé par saint Augustin en 597. Saint Augustin baptise en 602 le roi Aethelbert du Kent, premier roi anglo-saxon à embrasser la foi chrétienne. Celui-ci épousera plus tard une chrétienne confirmée, Berthe la Mérovingienne, fille de Charibert lui-même petit-fils de Clovis.
La christianisation des anglo-saxons est relativement rapide puisque le dernier roi païen anglo-saxon, Penda, meurt en 655. Cette christianisation est tellement réussie qu'à partir du 8e siècle elle va revenir sur le continent par l'entremise de missionnaires anglo-saxons. La plupart northumbriens est issu du monastère de Lindisfarne. On peut citer le northumbrien Alcuin qui s'illustre à la cour de Charlemagne. En 800, l'empire carolingien est presque entièrement christianisé. Réarrangement des provinces par les nouveaux venus et questions démographiques. Tout au long des 7e et 8e siècles, les relations de pouvoir entre les principaux royaumes anglo-saxons de Grande-Bretagne fluctuent. D'après Bede, le roi le plus puissant à la fin du VIe siècle est Aethelbert du Kent. Au 7e siècle, le centre de gravité de l'Angleterre semble migrer vers le nord et la Northumbrie. Cette entité, ancienne région des Parisis, est formée par l'union des royaumes de Bernicie et de Deira. Son roi Edwin domine probablement la majeure partie de l'Angleterre, même s'il faut tenir compte du parti pris de Bede en faveur de la Northumbrie. Bede est en effet northumbrien. Diverses querelles de succession entament l'hégémonie northumbrienne alors que sa voisine la Mercie reste une menace importante. La domination northumbrienne est détruite après 2 défaites. Contre la Mercie à la bataille de la Trent, 679, qui oppose les troupes merciennes d'Aethelred aux troupes northumbriennes d'Ecgfrith. Et contre les Pictes à la bataille de Nestandsmere, 685. Qui oppose les Pictes du roi Brydei mac Bili aux Northumbriens du roi Ecgfrith, au nord de l'estuaire de la Moray en Calédonie. Au 8e siècle, c'est au tour de la Mercie de dominer l'île. Encore que de façon discontinue. Les rois Aethelbald et Offa acquièrent une puissance remarquable. Charlemagne considère Offa comme le suzerain de tout le sud de la Grande-Bretagne. Et la digue d'Offa, vaste fortification de terre à la frontière galloise, témoigne de sa puissance. Toutefois, la montée en puissance du Wessex, ainsi que les défis posés par les plus petits royaumes tiennent en échec la Mercie, et à la fin du 8e siècle sa suprématie n'existe plus. Le terme d'heptarchie, nous en avons parlé plus avant, a été employé pour décrire cette période, mais il est tombé en désuétude dans les sources académiques. De récents travaux ont mis en évidence l'influence tout aussi importante d'autres peuples, Wiché, Magonsahète, Lindsay et Angle du Milieu. Les questions démographiques. La Grande-Bretagne pourrait avoir perdu entre 1,5 et 3 millions d'habitants après la période romaine, en raison de possibles changements climatiques. Puis d'épidémies de peste et de variole, cette maladie se propage de l'Inde vers Europe vers le milieu du VIe siècle. La peste de Justinien se déclare dans le bassin méditerranéen en 541 et atteint les îles britanniques quelques années plus tard. Cette épidémie aurait tué 100 millions de personnes à travers le monde, contribuant à la division par 2 de la population européenne entre 550 et 700. Le rôle de l'immigration anglo-saxonne dans la démographie bretonne reste débattu. Les études effectuées en 2002 par Michael Will sur le chromosome Y de la population britannique suggèrent que l'héritage génétique anglo-saxon est d'une importance très supérieure à ce que les estimations du nombre d'immigrants pourraient laisser supposer même dans l'hypothèse d'une migration de masse. Une étude propose d'expliquer ce fait par une limitation des mariages entre Britons et Anglo-Saxons. Cette théorie de l'apartheid a suscité de nombreuses critiques dans la communauté scientifique. Stephen Oppenheimer et Brian Sykes proposent des théories alternatives selon lesquelles la part des anglo-saxons dans l'héritage génétique britannique n'est pas centrale.
Merci à tous les passionnés de Britannia. Les vidéos suivantes traiteront de la période anglo-saxonne et clôtureront le deuxième volet de la saga. Mes amitiés à tous les abonnés. N'hésitez pas à m'interpeller sur ce qui vous semble opportun et rendez-vous dans la prochaine vidéo.